Donc, bonjour à tous. On va continuer donc avec les contrats de travail et la rémunération. Alors, c'est un chapitre très important, tout simplement parce que vous allez travailler toute votre vie ou une grosse partie, et puis vous allez être rémunéré. C'est pas mal de savoir comment ça marche et comment vous pouvez compter ce que vous touchez. Alors, les contrats de travail. Déjà, un contrat de travail, c'est mettre son activité mettre l'activité d'un salarié au service ou sous la direction d'un patron en échange d'une rémunération. Ça, c'est la base. Vous pouvez avoir différents contrats de travail. Le contrat de travail euh, le plus connu, c'est le CDI. Vous avez ce qu'on appelle aussi le CDD. Et puis, vous avez le contrat intérimaire. Alors, CDI, euh, contrat à durée indéterminée. CDD, contrat à durée déterminée, et le travail intérimaire, c'est quelques jours, enfin c'est du travail au jour le jour. Alors, c'est quoi la différence de tout ça? Première chose, euh, le CDI. Donc, vous commencez à travailler et il n'y a pas de date de fin à part votre retraite. Donc, vous êtes couvert par un CDI, à part si vous faites des grosses boulettes, hein, à part si vous êtes viré pour faute grave, pour être exact, eh bien, vous pouvez rester dans cet emploi le temps que vous voulez. Ensuite, vous avez le CDD. Donc, c'est le contrat à durée déterminée. Vous connaissez sa date de début et vous connaissez aussi sa date de fin. C'est souvent des travaux qui vont durer plusieurs mois, donc de 1 à 6 mois. Euh, c'est des fois des remplacements de congés maternité, c'est des fois des remplacements de maladies longue durée, c'est des fois, il faut un travail sur un temps donné, etc., etc. Euh, ça se fait aussi dans les entreprises quand vous accédez à une nouvelle entreprise. L'entreprise, au lieu de vous engager en direct en CDI, elle vous engage en CDD sur 6 mois, 1 an, etc., etc. Sachez que normalement, le CDD, vous pouvez en avoir que 3 de suite. Par exemple, votre patron, il peut vous proposer un premier CDD de 6 mois, puis un deuxième de 6 mois, puis un troisième de 6 mois, encore une fois. Mais au bout de 3, il est obligé de vous proposer un CDI. Ça veut dire que ça fait 1 an et demi que vous êtes dans la boîte, vous connaissez à tout connaître et donc vous êtes engageable. Le contrat intérimaire. Alors, le contrat intérimaire, c'est quelque chose que vous faites quand vous pouvez travailler au jour le jour. En gros, l'intérim, vous êtes en contact avec une boîte d'intérim. La boîte d'intérim est en contact avec les entreprises qui ont besoin de travail au jour le jour. Imaginez que l'entreprise de déménagement, machin, elle est un gros déménagement et que un de ses gars soit tombé malade, donc il lui manque un gars. Elle téléphone à l'entreprise d'intérim, enfin à l'intérim. L'intérim vous appelle en vous disant, bah là-bas, il faut aller porter des trucs toute la journée, vous serez payé tant. Voilà. Eh bien, vous allez bosser et puis voilà. C'est donc au jour le jour. Euh, Ça peut être pratique parce que c'est bien payé vu que on a les vacances dedans, etc., etc. Mais vu que c'est au jour le jour, ben parfois on n'est pas appelé, parfois on peut pas y aller parce que c'est trop loin, parfois, enfin, ça peut poser des problèmes par rapport à la flexibilité. Bien. Alors, la spécificité du contrat CDI en CDD. Alors, celui qui est obligatoirement écrit, c'est le CDD. Sans limite de durée, donc c'est le CDI, on l'a dit. Perception d'indemnité en fin de contrat, c'est le CDD. Alors pourquoi perception d'indemnité en fin de contrat? Parce que tout simplement, vous allez avoir vos vacances en plus.
vu que vous ne pouvez pas prendre des vacances sur les 6 mois où vous travaillez, eh bien, on va vous les payer en plus. Plus d'autres indemnités, parce que c'est du CDD, du coup. C'est un contrat non, enfin, c'est un contrat court, donc vous avez des indemnités pour cela. Signé pour une tâche précise et temporaire, donc du coup, c'est le CDD. Perception d'indemnité compensatrice de congés payés, évidemment le CDD. Et indication de la date d'embauche seulement, c'est le CDI. Euh, pour tout ce qui est droits et obligations par rapport au patron et à l'employeur. Alors, l'employeur, lui, quand il se met en contrat de travail avec un patron, il va avoir certaines obligations. C'est noté normalement dans le contrat de travail. Les premières obligations sont le respect du matériel, le respect du règlement intérieur, faire son travail selon les instructions et respecter les heures de travail. Son droit, en échange, c'est de recevoir un salaire. Les obligations du patron, alors ça va être veiller aux conditions de sécurité, c'est lui qui est responsable de la sécurité, veiller au respect du code du travail et de la convention collective, et respecter les éléments du contrat signé. Donc tout est dans le contrat de travail. Euh, S'il y a quelque chose qui a été noté par l'un ou par l'autre, eh bien il faut que ça soit respecté. Et il est obligé de verser le salaire. Évidemment, si quelque chose ne va pas, il a le droit de sanctionner. Bien, on a parlé pas mal de salaire. On va voir ce que c'est que la feuille de salaire. Bon, voici une, le bulletin de paye. Le bulletin de paye, c'est quelque chose de très important qui a bougé ces dernières années. On va le décortiquer ensemble. On va décortiquer celle-ci. En tout premier, au-dessus, on voit donc la société qui va payer la personne. Là, on a le Serle X 99 boulevard du Bois, peu importe. De l'autre côté, on a la période. C'est obligatoire qu'il y ait toujours la période. Ça vous permet de retrouver votre bulletin de salaire, de les trier, etc., etc. Sachez que normalement, il faut garder son bulletin de salaire jusqu'à sa retraite. Donc vous faites un petit carnet, enfin une petite pochette où vous mettez par année tous vos bulletins de salaire de toute votre vie. Alors petit à petit, c'est en train de passer en numérique, mais pas pour tous les métiers et pas partout. Donc pour l'instant, vous me faites une petite pochette que vous mettez dans un coin que vous ne perdez pas et chaque fois que vous avez eu un bulletin de salaire, vous le mettez sur les autres. Ensuite, vous avez le nom de la personne, évidemment. Donc là, on a Michel Sophie. Vous avez donc les congés payés, CP et CPN, donc CP de l'année et CP de l'année d'avant. Vous avez ceux qui ont été acquis, ceux qui ont été pris, et puis ce qui vous reste. Normalement, c'est plus ou moins toujours comme ça. Ensuite, vous avez, vous, ce que vous faites dans cette entreprise et quel est votre grade. Par exemple, là, on voit que c'est du façonnage et qu'elle est non cadre, cette personne. Ensuite, vous avez quelque chose de très important. Vous avez ce qu'on appelle le salaire brut. Salaire de base, donc là c'est très simple. Vous avez le nombre d'heures que vous avez travaillé fois la paye par heure que vous avez, ce qui vous donne votre salaire brut. Là, on peut voir qu'elle a quelque chose en plus, elle a ce qu'on appelle le 13e mois. Là, pour le coup, elle reçoit 170, 171 balles euh, pour son 13e mois. Donc en fait, c'est un 13e mois divisé en 12 et donné un peu comme ça tous les mois de l'année. Ça, on a le salaire brut. Pour son salaire brut, elle touche 2230 euros. Alors j'arrondirai, hein, peu importe les virgules. Ensuite, on a toutes les cotisations salariales. Les cotisations salariales, elles se trouvent sous cette forme-là, dorénavant depuis fin 2019. Donc, on a la santé, donc payer
la sécurité sociale, payer les accidents du travail et les maladies professionnelles, les retraites, les allocations familiales, le chômage et puis d'autres choses et la CSG. Je reviendrai sur la CSG. Alors, tout ça, donc vous voyez que ça fait des moins, hein, tout simplement, c'est le salaire et on enlève un certain pourcentage par rapport à ce salaire. Alors, il y en a qui sont pas trop. On lui retire 150 euros pour la retraite des gens qui donc sont en retraite. Ensuite, on a la CSG. La CSG, donc on a, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a une partie des taxes d'habitation qui sont en train de disparaître sous la présidence Macron. Et la CSG, en gros, remplace cette perte d'argent. La CSG, c'est quelque chose que tout le monde paye en France. Dès que vous êtes en âge de toucher un salaire, vous commencez à payer la CSG. C'est un pourcentage donc du salaire qui est déduit et qui va du coup pour les caisses de l'État. C'est pourquoi ça se passe comme ça. Avant, donc, on avait plusieurs autres taxes qui ont été mis ensemble sous la CSG. Et la CSG aussi, elle est payée par les retraités et les chômeurs. Donc, sur une fiche de paye de chômeurs ou de retraités, il y a la CSG, pareil que, enfin, comme pour tout le monde. Donc, du coup, ça permet de récolter de l'argent sur une grande masse de personnes. Bien, ensuite, vous avez donc, après déduction de tout ça, vous avez ce qu'on appelle le net imposable. Et puis, on a encore une partie de la CSG qui est déduite sur le net imposable. Donc voilà. Et pour finir, on a le salaire net. Donc tout au-dessus, on a le salaire brut et maintenant on a le salaire net. Entre ces deux salaires, on a euh, environ 500 euros d'écart. Donc en salaire brut, elle touche 2230. Là, en salaire net, elle touche 1730 environ. Donc environ 500 euros d'écart. Bien, maintenant, je ne sais pas si vous êtes au courant, pareil, mais l'impôt sur le revenu, donc ce qu'on paye en plus pour l'État, pour l'impôt dès qu'on travaille, eh bien, il est tous les mois. Avant, il était par année. On devait faire une déclaration d'impôt sur le revenu et du coup, on payait d'un coup ou en plusieurs fois, mais on payait en direct. Alors, de nos jours, depuis 2000, fin 2019, eh bien, l'impôt, il est en direct sur la feuille de paye. Vous avez donc l'impôt sur le revenu et c'est un certain pourcentage de ce que vous gagnez tous les mois. On prend le salaire qui est imposable, évidemment. Donc là, au départ, c'est 1819 euros. Son taux, c'est à 3,10%. Et donc, du coup, on lui enlève 56 euros. Et du coup, sur ces 1727, elle va en toucher, pour être très exact, 1671,19. Donc ça sera son salaire net après impôt. Donc le net payé en euros. Très bien. Donc, on a encore deux, trois choses à voir sur cette fiche de paye. D'un côté, vous avez les heures euh, qu'elle a faites. Pour un travail à 35 heures, les heures, c'est 151,67 par mois. Ensuite, vous avez le cumul. Alors ça, c'est très pratique. Enfin, c'était très pratique avant quand il fallait faire votre déclaration d'impôt. Ça vous dit tout ce que vous avez touché durant toute l'année. Là, vu que c'est en janvier, eh ben, sa base est pareille que son brut. En gros, le mois de février, bah, elle va toucher deux fois donc le salaire de janvier et de février et ils seront additionnés dans le cumul.
Et puis, on voit aussi sur la plupart des fiches de paye, des fois c'est pas noté, la cotisation patronale, employeur. Alors, on voit que le patron, il a payé environ 969 euros. Et là, on voit le total qu'il a versé pour cet employé pour le mois. Pour cet employé, lui, il a versé 3200 euros en tout, parce qu'il faut savoir que les patrons payent aussi une grosse part des charges, on appelle ça les charges patronales, et donc ils payent une part des charges directement. Donc, sachez que une personne là qui écoute bon, bien plus que le SMIC, mais qui va toucher 1700 euros, eh ben, elle va coûter à son employeur environ 3200 euros. Bien, j'espère que vous pourrez lire facilement votre fiche de paye. J'espère qu'un jour vous en aurez une. Bien, on va voir le budget. Alors, qu'est-ce que c'est que le budget? C'est l'ensemble des opérations qui sont faites sur votre compte, enfin par rapport à votre argent, entre ce qui sort et ce qui rentre. Vous avez donc ce qui rentre, ça c'est pas très dur. Généralement, il y a le bulletin de paye. On verra qu'il y en a d'autres, mais la plupart du temps, c'est le bulletin de paye. Et donc du coup, c'est l'argent que vous touchez. Ensuite, vous avez ce qu'on appelle les charges fixes. Les charges fixes, c'est celles qui ne changent jamais ou pas très souvent. Donc, par exemple, l'impôt sur le revenu. On a vu que la dame, la- sur le chapitre d'avant, avait un impôt de 3,10% tous les mois. Et bien ça ne changera jamais. On peut avoir le prêt pour rembourser une maison. On a acheté une maison et donc on rembourse tous les mois un prêt. Ben ça ne changera pas pendant 10, 20 ans, peu importe. Et évidemment, si vous avez une voiture, il faudra l'assurer, peut-être même la payer. Donc du coup, le prêt pour la voiture plus l'assurance, qui ne changera pas. De nos jours, plus ou moins tout le monde a un abonnement téléphone, un abonnement internet, etc., etc. Donc ça, c'est une charge qui change jamais. Ensuite, on peut avoir l'eau, l'électricité, qui ne change pas très souvent. Alors l'électricité, avant, il y a encore même 5-6 ans, c'était tous les mois, c'était pareil. Alors de plus en plus, avec les Linky, ils font des charges d'électricité qui changent tous les mois selon votre consommation en direct live. Ensuite, une des dernières choses qui ne change pas, c'est les taxes foncières. Comme je vous l'ai dit au chapitre dernier, les taxes d'habitation sont en train de disparaître si elles n'ont pas déjà disparu un peu partout. Et donc, du coup, les taxes foncières ne bougent pas, elles. Les taxes foncières, c'est les gens qui sont propriétaires. Les taxes d'habitation, c'est quand vous êtes locataire. Bien, donc tout ça, c'est les dépenses fixes. Maintenant, on va voir les dépenses courantes ou les charges courantes. Vous devez, pour vivre, vous nourrir, vous devez vous habiller, vous devez, si vous avez des enfants, vous en occuper, mettre du pétrole dans votre voiture pour aller au travail, etc., etc. Tout ça, c'est des charges courantes. C'est des choses qui sont à payer tous les mois. Alors des fois, c'est pas le même prix, mais dans l'idée, c'est ce qui se passe tous les mois. Ensuite, vous avez les charges de renouvellement, donc d'équipement et de renouvellement. Par exemple, votre lavabo, non, votre lave-linge tombe en rade, et ben il vous faut bien un autre lave-linge, et donc du coup, il faut le renouveler. Et puis, on peut y mettre aussi là-dedans les cadeaux. Alors, les cadeaux, les médecins, etc., etc. On peut le mettre en charge courante. Bien, on peut arriver sur un petit tableau comme ça. Donc, tout au-dessus,
ce que vous touchez, les recettes. Ensuite, vous avez vos dépenses, donc les charges fixes, les charges courantes et les dépenses d'équipement et de renouvellement, qui vont faire moins par rapport à la recette. Et pour finir, vous aurez ce qu'on appelle l'épargne. L'épargne, c'est ce qui vous reste à la fin du mois, en gros. Donc si vous faites vos comptes, vous prenez ce que vous avez touché dans le mois, moins toutes vos dépenses, et vous avez à la fin du mois votre épargne. Je vous ai dit qu'on allait revenir donc sur les recettes. Évidemment, vous pouvez avoir votre salaire, ça c'est pas trop un problème, mais vous pouvez avoir d'autres types d'argent qui viennent euh, pour la recette. Donc vous pouvez avoir votre salaire, on va dire retraite, votre retraite du coup. Vous pouvez avoir des bourses étudiantes, vous pouvez gagner à l'euro million, donc ça c'est pratique. Vous pouvez louer un logement qui vous appartient et donc recevoir tous les mois une, euh, un peu d'argent, un loyer. Vous pouvez avoir des allocations familiales et vous pouvez avoir des livrets, de l'argent en banque qui vous rapporte de l'argent tous les mois ou tous les ans. Donc tout ça, ça sera mis aussi dans les recettes. Voilà. Il faut savoir faire ce genre de tableau et rapidement, hein, en ayant une situation assez simple, pouvoir retrouver les recettes, les dépenses et donc recalculer derrière l'épargne. Là, je vous ai mis donc le tableau d'un budget familial et donc on voit les revenus, les dépenses fixes, les dépenses variables. On a le solde à la fin, qu'est-ce qui lui reste et puis voilà. Une dernière chose. Donc, là, sur ce budget, on voit qu'à la fin, il arrive à moins 278 euros. Donc ça, c'est est-ce que le budget est équilibré ou pas? Soit il est équilibré, ça veut dire que il arrive à zéro à la fin. La somme des dépenses est égale à la somme de ce que vous avez reçu donc dans ce mois-là. Ou plus ou moins égal à zéro, hein. Si c'est 10, on dit souvent que c'est équilibré. Ensuite, il y a le budget déficitaire comme celui-là. En gros, vous avez dépensé plus d'argent que vous en avez gagné. Et pour finir, vous avez le budget bénéficiaire, celui où vous gagnez de l'argent, où vous pouvez en mettre de côté. Et bien évidemment, vous en avez moins dépensé de ce que vous avez gagné. Alors, si vous avez un jour la chance de gagner de l'argent parce que vous en dépensez moins que votre salaire, eh bien, vous pouvez le placer. Alors, c'est simple. Vous allez à la banque, vous leur dites, voilà, j'ai de l'argent à placer ou je vais en placer tous les mois un petit peu. Eh bien, voilà, j'aimerais un compte épargne. Vous en avez plein des comptes épargne. Là, je vous en ai mis quelques-uns, mais il y en existe d'autres. Et surtout, on va voir que ça peut changer par rapport à ce que j'ai mis là. Les taux peuvent changer et changent plus ou moins tout le temps. Rien que la crise du Covid, ça a pu faire bouger les taux. Première chose à savoir, pourquoi ça sert à quelque chose de faire un livret d'épargne? Parce que normalement, la banque à qui vous avez prêté de l'argent fait fructifier votre argent. Selon un taux, tous les ans, vous gagnez un certain taux de votre argent. Alors, vous voyez que les taux là, par exemple, sont à environ 1%. Eh bien, ça veut dire que si vous mettez 100 euros, eh bien, tous les ans, vous aurez 1 euro en plus sur votre épargne. Alors, sur une épargne de 100, évidemment, c'est pas très très intéressant, mais quand vous commencez à placer 1 million, eh bien, vous aurez au moins 1000 tous les ans, ce qui peut être plutôt pas mal. Évidemment, on n'a pas tous 1 million à placer. Bien, les différents livrets qui existent. Vous avez le livret A, c'est le plus connu. Il a un montant maximum qui est assez élevé et il peut être fait pour toute personne. Très très souvent, quand vous ouvrez un compte
à une banque, la banque vous fait deux comptes, vous fait un compte courant, là où tombe votre argent, là où vous pouvez en dépenser avec la carte bleue, etc., etc. Et puis, elle vous fait un livret A, là où vous pouvez épargner, mettre de l'argent en stock en cas de coup dur. Ensuite, vous avez le livret jeune. Alors celui-là, il ne faut pas avoir plus de 25 ans, donc entre 12 et 25 ans. Ensuite, vous avez le plan épargne logement. Alors celui-là, il est un petit peu différent des autres. Celui-là, c'est pour acheter un logement. En gros, vous vous dites, bah, dans 5 ans, j'ai envie d'acheter un logement, ou dans 4 ans. Eh bien, je vais mettre de l'argent au départ, et puis je vais mettre de l'argent tous les mois, un petit peu, pour essayer d'avoir une épargne qui me permettra d'acheter un logement. Donc, euh, vous, par contre, cet argent, il est bloqué à 4 ans. C'est-à-dire que pendant 4 ans, vous ne pouvez pas y toucher. Ce qui est pratique d'à côté, vu que si vous voulez acheter une maison, mais par contre, si vous en avez besoin parce que, je sais pas, vous avez un coup dur, eh ben, cet argent, il doit rester à la banque. Et c'est pas possible d'aller à votre banque, enfin, c'est très compliqué d'aller à votre banque et lui dire, j'aimerais casser mon plan d'épargne logement tout de suite parce que ben là, j'ai un gros problème. C'est compliqué. Ça peut se faire, hein, évidemment, mais vous allez payer des trucs en plus. Ensuite, vous en avez d'autres, hein, je vous les laisse regarder, mais voilà. Le plus simple, si un jour ça vous intéresse, c'est d'aller voir votre banque et d'aller voir le meilleur taux, hein, c'est l'idée générale, le taux que vous pouvez avoir. Bien, j'espère que tous ces principes d'économie vous aident dans votre vie de tous les jours à avoir le crédit et le surendettement. Alors, qu'est-ce qu'un crédit? Très simple, un crédit, vous voulez faire un achat de quelque chose et vous n'avez pas assez d'argent pour le payer d'un coup. Disons que, par exemple, vous voulez faire un achat d'une voiture à 12 000 euros et vous n'avez pas 12 000 euros ici. Eh bien, vous allez voir votre concessionnaire voiture qui vous dit, bah voilà, il n'y a pas de problème. Moi, je vous fais la voiture à 12 000 euros et vous me remboursez 1 000 euros tous les mois pendant un an. Alors ça, c'est la base. Mais vu que je vous fais une fleur, vu que je vous rends un service, eh ben, vous allez me payer 1 100 tous les mois. Donc à la fin, donc vous aurez payé votre voiture 13 300 euros. 13 200 euros, excusez-moi. C'est comme ça que ça marche. Alors vous pouvez aussi très souvent passer par la banque, hein. C'est la banque qui va vous faire le prêt et ensuite vous allez acheter avec cet argent votre maison, votre voiture, peu importe. C'est souvent les deux choses auxquelles on pense parce que c'est souvent très cher. Donc c'est comme ça que ça roule. Et puis voilà. Alors les prêts, par exemple, là on a deux prêts de 500 euros. Vous avez donc des montants, des mensualités, en gros ce qui va être remboursé chaque mois. La durée du crédit, le premier est sur 12 mois, le deuxième est sur 18 mois, un an et demi. Le montant total dû, alors le premier, on va devoir donner, pour nous avoir été prêté 500 euros, on va devoir donner 538 et le deuxième 568. Le taux nominal, alors tout ça, c'est des choses que vous allez payer en plus, c'est le taux que vous allez payer en plus, les 38,92 ou les 68,26, et c'est ça qu'on appelle les intérêts. Les intérêts, donc c'est ce que vous allez donner en plus à la personne qui vous a prêté de l'argent. Alors maintenant, pour aller faire un crédit. Alors, soit vous avez des crédits qui sont proposés en direct, hein,
Par exemple, la personne qui vous prête de l'argent directement quand vous allez acheter votre voiture et qui vous dit, bah voilà, je veux bien que vous la payiez en 3 fois, en 18 fois, en 12 fois, etc., etc. Vous me la payez sur un an. Ça, c'est des prêts en direct. Mais si vous voulez faire des prêts à la banque, la première chose, c'est d'aller voir son banquier. Le banquier, lui, va vérifier la solvabilité de la personne. Il va vérifier que vous pouvez payer. Il va regarder si vous n'avez pas non plus 300 prêts sur vous. Il va regarder plein de choses, votre revenu, etc., etc. Ensuite, vous allez signer un contrat de prêt. Et puis, vous avez 14 jours pour dire, ah non, en fait, j'en voulais pas. Alors, ces 14 jours, ils sont très peu utilisés, mais par exemple, si vous voulez acheter une maison, vous dites, ah bah super, j'ai trouvé la meilleure des maisons et tout, c'est nickel. Je vais à ma banque, je fais mon prêt, etc., etc. Eh bien, si la personne qui vous devait vous vendre cette maison, il vous la fait à l'envers et il vous dit, bah non, en fait, bah, je l'ai vendu à l'autre d'à côté, eh ben, vous pouvez aller à votre banque en disant, bah voilà, mon prêt, il ne sert plus à rien, je voudrais le résilier. C'est possible, on appelle ça se rétracter. Et vous avez un petit bordereau, le bordereau de rétractation à faire. Le taux d'endettement. Le taux d'endettement, c'est votre, enfin, vos paiements mensuels, ce que vous payez sur les revenus, fois 100. Donc c'est un pourcentage de ce que vous payez par rapport à votre revenu. Par rapport au taux d'endettement, on part du principe qu'à 30%, vous êtes bien, ça va encore, ou en dessous de 30%. Au-dessus de 30%, vous rentrez en surendettement et ça devient difficile à vivre. Imaginez que vous deviez donner 40% de votre salaire tous les mois pour rembourser, je sais pas, votre maison ou votre voiture ou je ne sais pas. Eh bien, ça devient compliqué à vivre et si vous arrivez à 50, généralement, la personne n'y arrive pas. Dans ce cas-là, on fait une déclaration de surendettement et donc du coup, euh, on peut, enfin, l'État peut aider, et moi, généralement en vendant une partie des biens de la personne. Pourquoi vous pouvez être en endettement? Alors, tout bêtement, la première des raisons, hein, c'est vous avez contracté trop de dettes. Vous avez eu votre maison que vous avez payée, vous disiez que ça allait bien, et puis votre voiture est tombée en panne, et il a fallu en racheter une, et bien bam, vous arrivez en surendettement. Ou alors, tout bêtement, hein, vous avez contracté trop de dettes parce que vous n'avez pas fait gaffe. Vous avez acheté ci, ça, 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 et bam, surendettement. Ça arrive. Ensuite, il faut penser que ça peut être pas de la faute de la personne. Vous aviez un super taf auquel vous gagnez plein d'euros. Et puis la boîte, elle coule en 2 mois. Vous aviez payé votre maison en vous disant, bah ça va, je gère, je suis à l'aise. Et là, vous retrouvez un autre taf ou au chômage et vous touchez beaucoup moins. Et donc du coup, ben c'est compliqué. Et puis vous pouvez voir votre taux d'endettement qui monte comme ça, tout simplement parce que votre salaire a baissé. Donc ça peut être de votre faute plus ou moins ou pas. Bien, vous pouvez avoir d'autres choses, hein, tout simplement les cours, enfin l'argent qui vaut moins cher, euh, plein de choses qui peuvent être différentes, qui peuvent mener au surendettement. On va s'arrêter sur ce surendettement et puis je vous souhaite une bonne semaine. Portez-vous bien, prenez soin de vous.